l'une dans d'autres ateliers, j'ai l'impression qu'on fait le même chemin. Bien, monsieur Vautier. Et puis, je vous laisse commencer directement à vous présenter. Voilà, merci. Merci à tous d'être là, pour pouvoir m'écouter. Je m'appelle Yannick Gauthier, je suis infirmier clinicien indépendant dans le domaine de la santé mentale et je suis très heureux de parler de crise et de suicide. Bon, je suis très heureux, mais ça n'a pas toujours été évident pour moi de travailler dans le domaine de la santé mentale, la psychiatrie. Je me souviens, il y a 25 ans maintenant, quand j'ai fait mes études d'infirmier, on devait faire des stages dans 4 domaines différents, la chirurgie, la médecine, l'expo hospitalier, la gériatrie et la psychiatrie. Et ça, moi, j'avais peur de la psychiatrie. J'avais peur qu'on me dise, ah bah tiens, faire face à la folie, faire face à la violence, faire face à la dépression, faire face à tout ce dérèglement. Moi, j'étais pas bien et je suis en train de me dire, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Et puis ensuite, je suis venu travailler justement en France, en Suisse, et je me suis retrouvé justement dans un hôpital en psychiatrie. Et là, j'ai vraiment trouvé mon plaisir, évoluer, voir un peu les pratiques, accueillir des gens qui vivent des situations de crise, de pouvoir faire face à la violence. Et on avait justement un patient qui faisait des décompensations psychotiques, qui perdait les pédales, comme on dit, c'était avec des délires, des moments, des angoisses très fortes, l'impression de partir en morceaux, enfin vraiment des choses très très difficiles. Et le lieu de sécurité, c'était l'hôpital. Et dans cet hôpital, il y avait plusieurs collègues, dont un gars qui s'appelle Stéphane, un gros baraquet. Tout le monde dit « Ah, je suis rassuré, Stéphane est là, c'est une agitation, il faut compter sur lui. » Et moi, je n'aimais pas travailler avec lui. Ma manière, c'était quand quelqu'un arrivait qui était mal, justement en décompensation psychotique, il fallait lui faire une injection d'un neuroleptique, parfois justement de force. Le fait d'y aller avec douceur, avec chaleur, en l'accueillant, en disant voilà, vous pouvez vous installer, on va vous faire l'injection, mais on va pas, comment dire, on vous donne le choix, pas de vous prenez par oral ou vous prenez en injectable, parce que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais par contre, on va vous le faire soit à 2 ou soit à plusieurs. Après, on lui donnait du thé, enfin vraiment tout un accompagnement, on appelle ça un holding, pour vraiment sécuriser. Et quand ce patient est arrivé, alors il était assez agité et tout, puis on commençait à nouveau la négociation, on va se faire, et là arrive Stéphane. Oh, allez, couchez-vous. Non, non, je veux pas. Il le prend par la couille, il fait le truc comme ça, puis moi je dis, arrête, c'est pas mal. C'était la violence qui arrivait chez les soignants. Et par la suite, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce métier? Parce que travailler en hôpital, c'est bien beau, l'ambulatoire, il y a tout ça, je trouvais que ça m'intéressait plus. Et je voulais travailler justement en hôpital de jour avec des personnes âgées. Des personnes âgées qui avaient aussi des problématiques psychiques. Mais juste avant, je rencontre Brigitte. Brigitte qui était une des premières infirmières indépendantes qui s'est installée justement dans la région de Vevey. Et je lui dis, mais waouh, c'est super intéressant ça. Waouh, j'ai envie de faire ça, j'avais envie de pouvoir faire infirmier indépendant et tout. Mais en fait, j'ai dit, bon, pour l'instant, c'est en 2004. Ouais, non, j'ai pas cette formation, j'ose pas trop et tout. Après, j'ai continué à avancer, je suis devenu infirmier, j'allais devenir infirmier clinicien. J'ai dit, est-ce que je fais indépendant? Ah non, je vais continuer, je vais faire ma formation d'infirmier clinicien. J'ai fini ma formation clinicien. Allez, j'étais vraiment, on y va là, et puis jusqu'à ce qu'il y ait une collègue qui me rencontre, qui me dit, écoute Yannick, il y a une place là pour toi maintenant, dans mon cabinet, il y a un bureau pour toi, est-ce que tu viens? Et là j'avais envie. Tout comme quand j'ai rencontré Mme Fauchère, j'ai reçu le mail de Mme Fauchère qui me disait comme ça, si je voulais venir ici pour faire la présentation et tout, je me suis dit, waouh,
présenter mon expérience, ma compétence à vous et tout. Je dis, waouh, je suis content et tout. Oui, je viens. C'était en mars et j'y pense souvent. J'ai mis des petites notes pour faire ma présentation et tout. Et puis je suis content d'être là avec vous. Avec vous pour vous parler justement d'urgence, crise, décompensation. J'ai rencontré pas mal d'autres infirmières, des assistantes médicales pour leur dire, mais qu'est-ce que vous attendez justement par rapport à la santé mentale et tout. Et dit, justement, les gens qui sont en crise, les gens qui font des burn-out, tout, comment faire, quelle attitude. Donc c'est là-dessus que je me suis basé pour faire cette présentation. Alors, urgence, crise et décompensation, c'est ces trois choses différentes, mais c'est quand même pas mal relié. Par exemple, la crise, donc un grand expert de la crise était le médecin-chef, le directeur de la Fondation Nord, qui s'appelle Nicolas Ducoulon, qui a fait un livre justement sur la crise où il parle comme un moment de rupture dans l'équilibre intrapsychique ou interpersonnel nécessitant un contact avec un ou des professionnels de la santé. Pour lui, l'urgence, ça contient la notion de danger pour un tiers ou la personne en elle-même. Elle exige une intervention immédiate. L'urgence, c'est tout de suite, on y va. Je pense que vous êtes les experts là de tout le congrès, vous connaissez mieux ça. Mais en psychiatrie, c'est la même chose. Personne qui fait une hémorragie, on ne se pose pas la question, hop, on l'envoie aux urgences. Une urgence, la personne qui est vraiment hautement suicidaire, qui a un scénario qui dit, moi je veux me balancer, il faut aussi aller intervenir en urgence. Et la décompensation, c'est une désorganisation psychique. Ça, on retrouve beaucoup dans les psychoses, où tout se mélange, tout dans sa tête, où la personne ne sait plus où elle va, où elle est, qui elle est. Et des fois, elle se prend pour Jésus, ou Superman, ou Matrix, j'ai déjà vu. Donc, vraiment, c'est toute une désorganisation et avec beaucoup d'angoisse. Quand on parle de crise, on parle de rupture. C'est quoi une rupture? C'est une coupure, une perte de lien. Ça peut être une perte, comme une perte d'un objet. J'ai ma meilleure amie qui avait une Polo, elle avait été une Volkswagen Polo, elle avait fait sa première voiture neuve, elle a fait le tour de France avec sa voiture, elle a pu vraiment faire des déménagements avec sa voiture, et puis elle était super contente d'avoir sa voiture, puis elle vieillit, commence à avoir des fans et tout, puis elle dit, bon, je vais m'acheter une 307 cabriolet. Chouette, mais là elle s'est mis un peu, oui, je veux ma voiture, ma Polo, ma Paulette, elle avait appelé Paulette. Je dis, mais là, tu vas avoir une voiture cabriolet, c'est super. Oui, mais c'était très fort pour elle, juste la perte. Pour certains, la perte des cheveux, c'est aussi difficile. La perte, elle peut être imaginaire ou réelle. C'est-à-dire, oui, perdre la voiture, c'est vrai. Mais si je dis ce que je pense à ma collègue, est-ce que je vais perdre la relation? Je suis sûr que je vais perdre la relation. Si je dis quelque chose, ce que j'ai sur le cœur à mon épouse, je suis sûr qu'elle va divorcer, c'est pas possible. On est dans l'imaginaire. C'est pas réel. Parce qu'on imagine que. Et souvent, il y a ce genre de perte imaginaire. La peur de perdre. Je vais perdre mon emploi si je donne mon avis au patron. Je vais perdre la crédibilité si je dis des bêtises. On est toujours là dans imaginer qu'on va perdre quelque chose. Et des fois, on l'imagine tellement fort qu'on est tellement convaincu que là, on se retrouve en crise. Il peut y avoir aussi des pertes financières. Ça, j'ai eu une personne, une patiente, qui m'a dit, elle a son beau-frère qui est décédé, et les enfants, il y a eu un héritage d'un chalet avec un beau terrain. Mais il n'y avait pas grand-chose, il y avait 15 000 francs sur le compte. Puis il y a des frais et tout. Alors elle a été un peu demandée au frère, à son nom, écoutez, là ça va pas, tu pourrais participer aux frais d'obsèques quand même et tout. Nous on n'a pas gagné assez là-dedans. Mais oui, c'est des pertes.
Des fois, on va pouvoir dire, oui, pour qui elle se prend, c'est là ce que faisait un peu ma patiente, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une souffrance aussi. Elle y comptait beaucoup sur cet argent, elle s'attendait à avoir comme une plus. Il peut y avoir donc la perte d'une relation. Bon, ça peut être justement un décès, ça peut être aussi une rupture sentimentale, ça peut être un divorce, ça peut être aussi un licenciement. On perd la relation avec eux. Tout ça sont des facteurs déclenchants de crise. Il y a aussi comme perte dans la relation, dans la démence. Quand la personne commence à entrer dans la démence, quand elle n'arrive pas à nous reconnaître. Par moments, elle est là, et après, elle est ailleurs. Et quand il y a l'approche, le conjoint qui arrive, qui voit, qui dit comme ça, mais vous êtes qui, vous? Je suis ton épouse. Hein? Non, c'est pas vous. C'est dur d'entendre ça. Le corps de la personne, la voix de la personne dit non, je ne vous connais pas. Alors que, oui, dans la tête, la personne n'est plus là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fameux deuil blanc. Aussi, quand il y a une dame là, que je connais qui a eu un enfant qui était dans le coma, pendant longtemps, il a été dans le coma, il était vivant, il faisait des soins, il avait des bons soins et tout, mais il était dans le coma et on savait qu'elle allait mourir. Et ça a fallu 5 ans pour qu'il meure. Donc 5 ans, toute la journée, elle va le voir, elle va donner, elle va lui apporter toute l'affection, lui parler et tout, et il est encore là. Elle lui dit adieu, il est toujours là. Il revient le lendemain, il est toujours là. C'est tous des moments comme ça, très très durs, des deuils à répétition qui sont souvent des sources de deuil pathologique. Ces fameux deuils. Donc lorsqu'on a un deuil, on vit souvent de l'abandon, se sent abandonné, avec des angoisses, un sentiment de vie. Que vais-je devenir? Ça amène des problématiques. Il y a plein de problèmes qui se retrouvent dans ces moments-là de crise. Ça va être une désorganisation parce que la personne qui, surtout, on comptait, on était devenu peut-être dépendant, il faisait tout, mais l'autre ne le faisait pas. Une personne âgée, un monsieur, souvent il a travaillé toute sa vie, c'était madame qui était à la maison en train de gérer la maison, madame décède, qui me fait à manger? Qui s'occupe de mon linge? Qui s'occupe de ça? Et souvent, ces gens-là, soit ils décèdent dans les 3 mois à 6 mois qui viennent, ou soit ils vont vite se retrouver quelqu'un pour pouvoir gérer son quotidien. Ça devient quelque chose de vital, parce que à 85 ans, apprendre à faire à manger, c'est pas assez simple que ça. Il peut y avoir aussi de la honte. Les gens qui vivent une période de crise, qui sont en crise, qui ont un deuil, il y a de la honte. Ils ne sont pas bien avec ça. Il y a aussi de la honte parce que la personne qui paraît si géniale, non, c'était pas que ça. Il pouvait être agressif par moments. Il pouvait être dénigrant, dévalorisant. Il a fait aussi des bêtises. Mais ça, il ne faut pas le dire. Donc on regarde ça. Ça peut être de la culpabilité. Qu'est-ce que j'aurais dû faire avant? Pourquoi je n'ai pas été là au bon moment? Comment j'aurais pu faire pour éviter ça? Des conflits de loyauté aussi. Des personnes qui s'empêchent de refaire leur vie, disent non, je ne peux pas refaire ma vie, je ne peux pas revivre une nouvelle relation par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il a? Il est en train de me juger là. C'est aussi quand on dit à une personne, voilà, venez me voir, on va travailler sur votre deuil pour pouvoir vous libérer de votre deuil, vous libérer de votre douleur. Et là, les gens disent, ah non, surtout pas. Si j'ai plus mal, je ne pense plus. Je l'oublie. Les gens ne peuvent pas imaginer qu'on peut être en lien avec un défunt tout en étant en paix avec lui. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans des états d'épuisement. Parce que justement, tous ces moments souffrants, ce deuil, et tout ce qui s'est passé avant dans la vie,
tous les événements de notre vie qui ont été difficiles. Et que de temps en temps, on a dit, bon, c'est bon ça. Aval, c'est bon. Ah, mais ça de côté, c'est pas, ça va aller et tout. Oh, mais non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Allez, on va, fonce dans tes objectifs. Tu ne t'occupes pas de ce qui s'est passé. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça s'accumule dans l'inconscient. C'est comme moi quand je fais le ménage. Je mets toute la poussière sous le tapis. C'est propre autour du tapis. Il y a une petite bosse là. Puis qui grandit. Et tout d'un coup, ma femme qui arrive, et là, c'est la crise. Elle donne un gros coup de pied dedans, il y a tout qui remonte. C'est ce qui se passe avec tous ces souvenirs douloureux du passé qui remontent, qui n'ont pas été réglés, et qui remontent suite à une rupture. Ces fameuses, et ça crée les personnes en crise, dans des états très 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 difficiles. Et souvent, des gens, dans ces moments-là, essayent de remettre les choses sous le tapis. Allez, on y va. Le travail, mon chef, il m'aime bien. Allez, je travaille, parce que ça me permet de ne pas penser. Je vais m'occuper des enfants. Je vais m'occuper de mes enfants à 200%. Comme ça, je suis une bonne mère. Et ben, personne va, on va pas, voilà, je suis une mère irréprochable. Je m'en occupe plus que tout le monde. Et puis comme ça, je suis une bonne personne. Sauf qu'à un moment, avec les enfants, ça ne va pas toujours. Avec le travail, il va y avoir un chef qui est super sympa, mais pas toujours. Il y a des changements. Et là, tout se désorganise. Et la personne se retrouve en épuisement. Elle va travailler plus pour être plus retenue. Elle va s'occuper encore plus de ses enfants, elle va les envahir pour pouvoir avoir l'impression d'être une bonne mère. Et ça s'accumule, et les personnes retrouvent avec des problèmes relationnels, et elles s'épuisent. Et c'est souvent l'entourage qui voit en premier. T'es pas trop en forme là. Pourquoi tu dois boire 10 cafés le matin pour te réveiller? Pourquoi tu prends 1 ou 2 whisky le soir pour te calmer? Pourquoi, quand je te dis que je suis pas d'accord, tu t'irrites? Et après, ça arrive justement à l'épuisement. Donc, chez ces personnes vivant des situations de crise, il y a une grande vulnérabilité, de l'insécurité. Souvent, des personnes qui n'ont jamais été sécurisées. Même on leur a dit, non mais écoute, t'as pas le droit d'être en colère, t'as pas le droit de pleurer. Un homme, ça ne pleure pas. Et qui avait des envies, mais tu obéis, tu te tais. Beaucoup de gens ont vécu. D'ailleurs, tu ne devrais pas penser ce que tu penses. Tu ne devrais pas ressentir ce que tu sens. Et là, l'enfant, il mémorise, il voit. Avec le bac-cog, il voit, il entend ce qu'on lui dit. Il sent, parce que des fois, il y a des odeurs dans les moments-là. Il y a aussi, des fois, des goûts. Ça peut être au moment du repas, que tout d'un coup, on lui dit, mais écoute, tu manges ton assiette, hein, même si tu n'en veux pas. Ou c'est peut-être dans ce moment-là qu'il voit papa qui frappe maman parce que papa est alcoolisé. Et puis, il va peut-être sentir l'odeur d'alcool de papa. Et il va avoir des sensations. Peut-être il va recevoir des coups. Ou peut-être une personne qui va avoir vécu un avortement, par exemple, va ressentir comment ça s'est passé. Les sensations, elles vont rester en mémoire. Et il va se retrouver, les personnes vont se retrouver avec une boule au ventre. Et puis à chaque fois qu'il y a un conflit au travail, deux collègues qui s'énervent, la boule au ventre arrive. Le corps mémorise les choses. Il peut y avoir, donc, comme j'ai mis un peu au-dessus, là, une accumulation aussi de traumatismes. Que ce soit des abus, des viols, des pertes, des coups, des accidents de voiture. Tous ces traumatismes s'accumulent, tout ça dans l'inconscient. Et on peut arriver à des moments même que ça va influencer la personnalité. Et cette personnalité qu'on s'est construite depuis l'enfance,
Et on va se retrouver avec des difficultés, qui je suis, je ne sais pas, et on va se retrouver avec des troubles de la personnalité. Vous en connaissez peut-être, hein, comme les fameux borderline, état limite. Des gens qui sont hyper anxieux, surtout par rapport à l'abandon. Même quand le médecin dit bah, « je vais prendre ma retraite », c'est pas possible, c'est un drame, ils peuvent être hospitalisés rien que pour ça. Les psychoses, où les personnes vont avoir de telles angoisses que ça va dans leur tête, ça va complètement tourner, le fameux hamster dans la roue, ça tourne, et jusqu'à un moment, ça déraille. Et là, ils se retrouvent avec des hallucinations, avec des délires, des trucs bizarres. Parfois, ça se retrouve dans des situations ça arrive à des situations où la personne, elle ne sait plus qui elle est, et en même temps, elle va se sentir menacée. Toute la menace qu'elle vit en elle, toutes ces angoisses, elle va les projeter sur l'extérieur. Et elle va voir, elle dit, mais toi, t'es méchant. Puis les visages des gens vont se déformer et tout. Ils vont se retrouver vraiment dans des gros moments d'angoisse avec un risque de violence dans ces moments-là. Ensuite, la crise, c'est aussi un moment il faut être attentif, c'est un moment de danger. C'est un moment de danger parce qu'il y a un gros risque suicidaire. Donc là, c'est important d'agir justement en urgence par rapport au suicide. Vous avez été au cours hier sur méthodologie là, par rapport au suicide? Oui. Plusieurs ont été parlés? D'accord. Donc le suicide, ce que vous avez dû voir, le suicide, ça ne vient pas comme ça, enfin, rarement comme ça. C'est souvent des gens qui sont dans un sentiment d'impuissance ou de désespoir. Richard Bandler, qui est le co-créateur de la PNL, qui nous avait dit une phrase: le suicide, c'est une solution radicale à un problème momentané. Et ce danger, ça peut être aussi une opportunité. Dans les signes chinois, crise, il y a deux lectures qu'on peut avoir. Il y a danger et aussi opportunité de changement. Si c'est dans ces crises que on se remet en question. Vous vous souvenez par rapport au risque suicidaire, le suicide, il a sûrement parlé qu'il y a des idées suicidaires, par moment il y a des flashs, et aussi il y a des scénarios. Plus on arrive avec un scénario que la personne est convaincue, plus la personne est en danger. Je ne sais pas s'il va parler de ça. Oui, d'accord. Alors, je vais vous inviter à vous mettre par deux. Vous deux. Terminé. J'invite à partir. C'est bon, tout le monde a pris son rôle. Ok. Pour cet exercice, qui a demandé si l'autre avait des idées suicidaires? Il y a un peu plus là? Oui, je vois un peu plus. Là, oui. Les autres, comment? Oui. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident en 4 minutes non plus. Et en 4 minutes encore moins. Et entouré de 20 personnes. C'est l'exercice parce qu'en effet, c'est pas évident. Mais ce qui est important, c'est que vous retenez qu'est-ce que ça a amené aux gens à qui ça a demandé. Quand vous avez demandé à la personne si elle avait des idées suicidaires, qu'est-ce que ça a apporté? Comment? Le verbaliser. Comment il s'est senti? Peut-être soulagé finalement. Entendu. Soulagé. Les gens à qui on vous a dit... Parce que nous, on s'est dit tout de suite. Oui, donc c'était... Vous sentiez comment quand vous avez dit tout de suite que vous avez des idées suicidaires?
on se sent déterminé plutôt, on ne se sent pas soulagé, on se sent déterminé plutôt. Parce que vous étiez arrivé Oui, déjà oui, à on un avait déjà tel fait niveau, tout le chemin. Voilà. Alors que si la personne demande, avez-vous des idées suicidaires ou des idées noires? Oui, oui. Et là, tout d'un coup, oui, là je suis entendu. C'est important et c'est important pour évaluer le degré d'urgence. Si la personne dit, ouais, je pense que dans une semaine, ok, ben alors on va intervenir avant une semaine. Et si la personne dit, là dans une heure c'est fini, c'est plus difficile. Et je vous dis ça, c'est important de pouvoir être au clair avec le suicide. C'est sûr que c'est des choses très intenses selon notre histoire, selon nos représentations, notre religion aussi. Mais c'est vrai que j'ai une de mes patientes qui a appelé son médecin traitant, qui arrive à Centrale, enfin justement c'était une de vos collègues, qui répond, oui, bonjour, oui, j'aimerais parler à Madame Dupont. Ah, excusez-moi, non, mais elle est occupée, je ne peux pas vous répondre et tout. Écoutez, je suis gravement suicidaire, je vais me suicider si vous ne me répondez pas. Si vous me la passez. Oh, ok, c'est bon. Et puis, hop, elle a fait. Elle a joué là-dessus, des façons pour jouer là-dessus. Donc c'est important de pouvoir. Qu'est-ce que vous avez comme idée suicidaire? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, d'évaluer déjà autour de cette demande. Ok, d'accord, je vois que c'est important. Je vous rappelle, je note votre nom, je vous rappelle, moi, pas ma collègue, mais moi, je vous rappelle d'ici 10 minutes pour pouvoir en savoir un peu, pour pouvoir voir comment c'est possible, pour pouvoir vous en dire un peu plus, pour donner des repères. Oui. Oui, après je pense par téléphone c'est plus facile, mais les gens qui viennent spontanément au cabinet, je me vois mal poser la question alors que j'ai 25 personnes en salle d'attente et 3 personnes qui répondent bien. Tout à fait. Mais quelqu'un qui arrive comme ça, vous le mettez juste dans la salle d'attente? Ben non, justement, mais je pense pas que la personne sera disposée à parler avec moi, même. Voilà, c'est ce qu'on avait nous, un peu décidé, on s'est dit c'est pas le rôle d'assistant médical, il faut détecter que là il y a un problème et peut-être la retenir au maximum et de faire vraiment en sorte d'avertir le médecin rapidement. Mais la personne qui arrive en pleurs et tout, vous faites comment? Vous l'amenez dans une salle à part. Et c'est dans cette salle à part que vous allez pouvoir, si vous en avez, hein, je ne sais pas, hein, je connais certains centres. C'est vrai, est-ce que c'est nous qui allons commencer à poser des questions si elle peut suicider ou pas? Nous, le rôle, c'était plutôt de la calmer, de la rassurer, de la retenir et au plus vite ajuster le médecin qui va venir pour... S'il est là. S'il est là, ok. Donc, c'est important de la garder. Mais pour la garder, c'est important d'avoir un lien avec elle. Bien sûr, on discute. Et le lien, c'est... Moi, je pense qu'elle va peut-être parler de ses soucis, mais je ne pense pas qu'à l'assistant médical, elle va dire je suis suicidaire. Non. C'est pour ça que des fois, quand quelqu'un ne suis pas bien... Peut-être, je n'ai jamais trouvé dans je ne sais pas, si j'ai une septicémie, je viens chez vous, vous allez me demander est-ce que vous avez de la fièvre. Si je viens chez vous, j'ai une septicémie, vous allez me demander si j'ai de la fièvre. Ça, je vais demander. Oui, voilà. C'est justement, après, vous faites votre chemin par rapport à ça, mais plus vous serez à l'aise par rapport à ça, plus vous arrivez. Moi, c'est assez. La personne qui arrive dans mon cabinet, qui se marre, dans moins de 4 minutes, je sais si elle a des idées suicidaires, scénarios, et voilà. Mais c'est vrai que vous avez dit, je suis infirmier en psychiatrie, je ne suis pas. Voilà. Les gens qui viennent sur la vont chercher quelque chose. Maintenant, je vous invite à vous mettre les deux ensemble et juste faire un petit feedback. Qu'est-ce qui a été aidant dans l'attitude de l'autre? Je sais que le bruit dans la salle, ça n'a pas été aidant, mais juste vous partagez tous entre vous deux. J'invite à terminer. Voilà. J'invite à terminer votre discussion. Voilà. Qu'est-ce qui a été aidant pour vous? Qu'est-ce qui vous a aidé? Le calme de l'autre. Le calme de l'autre, oui. La compassion. La compassion. L'empathie. L'empathie, oui. L'empathie, d'accord. D'autres choses? Professionnalisme, oui. L'écoute, oui. Je vous ai pas entendu. La blouse blanche. La blouse blanche, très jolie vos blouses blanches. D'autres choses? La blouse blanche, c'est intéressant parce que la blouse blanche, ça fait partie de ce qu'on appelle le cadre. Donc le cadre, c'est un ensemble de constantes à l'intérieur duquel le processus lui-même a lieu. C'est-à-dire que pour aider quelqu'un, il faut un cadre.
Ça va être un environnement, votre cabinet. Est-ce que je vois le patient qui est mal, je le mets dans la salle détente avec 25 autres qui grippés, ou est-ce que j'essaie de trouver un coin pour le mettre? Est-ce que vous allez l'accueillir en tenue civile ou est-ce que vous allez l'accueillir en blanc? Est-ce qu'il va être vu toutes les semaines? Est-ce qu'il va être vu tous les jours? Ou une fois de temps en temps? Est-ce qu'il peut être suivi au niveau de votre cabinet médical? Est-ce qu'il peut rester à domicile? Est-ce qu'il ne faut pas des soins à domicile, des gens, des professionnels en plus? Ou est-ce qu'il faut que ce soit dans un centre ambulatoire? Ou est-ce que ça doit être un hôpital? Donc c'est le médecin. Oui, c'est le médecin, ça. C'est ça. Mais oui, mais vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il vient chaque fois, toutes les semaines? Pourquoi ce patient vient tous les jours? Le médecin a dit, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un cadre qui permet de le faire. Qui c'est cet infirmier qui débarque à chaque fois pour un réseau? En train de se coordonner avec le médecin. C'est tout le cadre qu'on va mettre, qui va amener quoi? Des repères. Il y a une régularité, une fréquence, une fois par semaine. Combien de temps? Une demi-heure? Une heure? Ça ne sert à rien des fois de voir les gens trop longtemps. Un lieu. J'ai un patient qui a de l'agoraphobie. Il a besoin il a peur de la foule. Donc il a besoin d'être vu en premier. Et son médecin généraliste lui dit, elle arrive comme ça, puis elle lui dit, ok, en premier, ok, le mardi, il y a une place à 8h, on démarre à 8h. L'assistante médicale qui arrive à côté, le médecin en retard, oh, vous attendez. C'est pas juste comme ça, pas juste vous attendez, c'est ok. Alors comment, je sais que vous êtes inquiet, je sais que vous êtes angoissé. Ok, là il y a avoir du monde. Est-ce qu'on fixe un autre rendez-vous? Parce que je préfère ça que vous fassiez une crise d'angoisse. Ou est-ce que, j'ai les autres patients, ou est-ce que je vous mets dans une autre salle à part? C'est tout ça à réfléchir. Les intervenants, qui va intervenir? La durée de choses. Des fois, justement, beaucoup de patients vont dire, ils ont habitué à un médecin, mais c'est vrai qu'il y a un cabinet médical, peut-être le médecin n'est pas pris, son médecin habituel, il est occupé. Tiens, il y a un remplaçant qui va pouvoir le voir. C'est déstabilisant pour une personne. Et une personne en crise, ça peut être très déstabilisant. Voilà. Par exemple, dans une situation de crise, en général, le cadre qu'on fait en tant que professionnel de la santé, c'est 1 à 2 rendez-vous par semaine. Ça peut être dans un centre de crise 3 à 5. C'est un risque suicidaire. Là, on va justement, le risque est important. C'est pas, j'ai des flashs suicidaires, j'ai des images qui viennent où je me jette sur le train, ça me fait peur. On ne va pas vous hospitaliser pour ça, mais on va vous prendre en charge. Vous souffrez, il y a du désespoir. Je vais faire le nécessaire, ou le médecin va faire, je vais transmettre au médecin, et le médecin va faire le nécessaire. Par contre, si c'est un truc que non, vraiment là, je sens que je sors d'ici, je me jette sous le train, là, il y a un gros danger. Donc le médecin va l'hospitaliser justement aux urgences psychiatriques. Moi, j'ai juste une question. Oui. Souvent, pour les urgences psychiatriques, ils sont hospitalisés le jour suivant, le jour après, et ça arrive souvent. Comment vous pouvez évaluer que c'est bon, il va sortir, il n'a rien fait? Ils disent toujours tout, ils disent vraiment s'ils vont le faire. Ça n'arrive pas qu'ils disent non, je vais rien faire justement pour aller le faire. Je sais pas, c'est difficile. C'était au bout de 2 jours. Souvent, un jour ou 2 après, nous ça arrive souvent. Il y en a un qui entre, 2 jours après on a le papier, il est sorti, c'est bon. Tout à fait. Alors, les choses, c'est que la personne vit mal dans son environnement, donc elle va aller à l'hôpital psychiatrique. Elle est tellement mal intérieurement, elle arrive à l'hôpital psychiatrique où il y a des infirmiers qui s'occupent, qui donnent des médicaments et tout de suite. Oh, c'est bon. Puis le mari qui a quitté cette dame qui a dit, bon, il revient à l'hôpital à voir, bon, écoute, alors on continue, on réessaye. Tout d'un coup, tout c'est bon. Elle retourne à la maison, et là, s'il n'y a pas de changement à l'intérieur d'elle, s'il n'y a pas un vrai travail personnel, elle va de nouveau se retrouver en crise, et ensuite,
revenir vous voir, et les renvoyer vers le médecin qui va leur réhospitaliser. Mais comment on décide qu'il y a plus de crise? Juste parce qu'on voit qu'ils sont soulagés? Bah, eux, ils évaluent, il est soulagé, c'est mieux. Ouais. Donc, il dit, ah, elle va mieux, elle part. Parce qu'il n'y a pas eu un travail de fond. C'est ça. Moi, je me souviens, quand j'ai travaillé dans la crise, la personne dit, alors comment vous allez? Ah non, bah là c'est mieux, j'ai eu un téléphone de mon mari, il ne me quitte plus. Ah bah je suis tranquille et tout. Attendez, vous avez fait une tentative de suicide là? Ah oui, mais c'était quelques médicaments, c'était qu'un appel à l'aide. Un appel à l'aide? Vous avez failli mourir là. Ah ouais, oui. Non mais c'est important, c'est grave ce que vous avez fait. Là, ah ouais, j'avais pas vu ça et tout. Et vous vous rendez compte, puis l'impact sur votre relation, sur votre mari, il est avec vous juste par chantage. C'est ça que vous appelez l'amour. Ah ben, c'est méchant. Et là, on commence le travail. Oui, je vois que j'ai un problème dans mes relations, et là, je fais un vrai travail. C'est pour ça que c'était bien les centres de crise qu'ils avaient là à Montreux, où les gens, au lieu d'aller à l'hôpital, ils viennent au centre, ok, ils sont apaisés, il y a un travail qui se fait, et ensuite, bon, c'est un peu plus long, ils retournent à la maison, la crise est toujours là, hop, ils reviennent, et sur 3 mois, il y a eu une transformation qui s'est faite. Donc, mais quand il y a l'urgence, que la personne est truc, il faut envoyer aux urgences. Voilà, ça c'est. Vous savez ça, c'était le congrès des urgences. Mais c'est vrai que c'est frustrant quand à l'hôpital, le médecin assistant qui arrive, ah ben elle va mieux, elle peut sortir. Ça fait des allers-retours. Voilà. C'est juste. Certains, ils ont besoin de ce chemin aussi. Voilà. Alors c'est ça qui fait que pour vraiment faire un gros travail, ça se fait en ambulatoire. Donc c'est important d'envoyer vers un spécialiste avec une réalité aussi, c'est que les psychiatres sont souvent surchargés, il y a déjà des gens en psychothérapie et tout. Alors souvent on fait appel aux infirmiers indépendants, mais aussi infirmiers des CMS spécialisés en santé mentale qui normalement arrivent à voir 1, 2 fois, peut-être 3 fois par semaine pour accompagner la personne dans cette phase de transition. Donc voilà. Important donc d'évaluer le risque suicidaire, vous savez, l'âge, scénario, est-ce qu'il y a un plan précis? Tout ça, c'est par rapport à l'urgence. Quelle attitude, hein, vous l'avez dit, l'empathie, la bienveillance, mais aussi la fermeté. Quand une personne qui arrive comme ça, oui, vous me donnez un verre d'eau parce que sinon je me suicide. Non. Ah non. C'est clair que c'est vous la responsable, vous êtes l'assistante médicale, vous êtes responsable de l'accueil, du lieu, de la sécurité. Si une personne a un problème de comportement avec les autres, c'est à vous d'agir et fermement. Comme on disait, une main ferme, une main de fer dans un gant de velours. Vous connaissez cette expression? Donc le velours, c'est doux. Ça peut être empathique. C'est important d'écouter. En même temps, si vous n'avez pas tout le temps, je vais prendre peut-être 5 minutes maintenant, mais je reviens dans 10 minutes pour vous revoir où vous en êtes. Parce que dans les 12 autres minutes, il y a d'autres choses à faire. Je vais donner de l'attention, de l'importance à la personne. Quel va être l'impact de la crise? Comme je l'ai dit, c'est une opportunité. Parce que la personne en crise, elle a tendance à refouler ses émotions, à les dénier, à ne pas les écouter et tout, et elle se retrouve complètement perdue dans sa vie. Et il arrive cette crise, tout d'un coup, il y a tout qui pète, les murs qui s'effondrent, c'est l'apocalypse, mais c'est peut-être le moment de se dire, mais moi, ce que je veux dans ma vie, ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, je ne sais pas. Quand j'étais enfant, qu'est-ce que je voulais faire? Moi, je voulais faire infirmière, je voulais faire pompier, est-ce que c'est ça que tu fais? Non, je suis à l'ordinateur. J'ai eu une de mes patientes, elle travaille au service des impôts, c'est les impôts de succession.
Donc, toute la journée, elle est en train de remplir des dossiers par rapport aux successions, à avoir des enfants qui sont en train de dire « Ouais, écoutez, il faut me faire un petit rabais fiscal et tout. » Attendez, c'est votre père qui est mort. « Ouais, mais bon, oui, on est triste, mais bon, là, il faudrait faire quand même faire un effort. » À gérer des dossiers, son responsable veut tout contrôler. Enfin, elle était là, j'ai dit « Quel horreur ce travail, j'en peux plus. » Après, c'est sûr qu'elle a un compagnon très beau, gentil, adorable, travaille dans une multinationale, bonne situation et tout. Et puis, sauf qu'il fume des joints. Puis sur la relation de couple, c'est pas génial les joints. Ça fait que, ouais, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Je sais pas. On va faire venir les copains. Non, mais je suis stressé, tu sais, je travaille une multinationale. Ah, ok, donc le week-end. Chérie, ça se passe? Ouais, non, je suis fatigué. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous vouliez? Ah, je vais apprendre l'anglais. Mais je peux pas quitter, je suis fonctionnaire, enfin, de l'État, je ne peux pas, j'ai une situation stable et tout. Ok. Non, mais je veux vraiment apprendre l'anglais, voyager, c'est ça que j'ai envie. Bah, elle a changé de copain, elle a démissionné, elle a déçu des cours d'anglais, elle m'a envoyé une carte. Merci beaucoup. Et elle allait rejoindre le nouveau copain qu'elle avait, qui partait en vacances en Thaïlande, et hop, ils ont continué leur vie, et je ne sais pas. Mais elle était toute heureuse. Ça fait le moment de se reconstruire. C'était une patiente, Janie, qui elle était arrivée dans un tel état d'épuisement, de burn-out. Elle travaillait à la police. Et il y avait on pense que la police c'est tout droit, c'est respect, c'est... Non, c'est des dynamiques de groupe. Je te fais des petits coups sur les oreilles, je te fais des petits coups dans le dos, des petites crasses et tout, des petits rejets, ou même des fois un peu plus fort et tout. Et puis jusqu'au moment où elle s'est complètement épuisée. C'est sûr qu'elle avait un passé douloureux, que la police, ça lui avait permis de trouver un rôle, une fonction, de se reconstruire. Mais là, avec tout ce qui se passait comme désordre, elle a complètement effondré. Elle sortait pratiquement plus du lit. Les seules fois qu'elle sortait de chez elle, c'était pour faire juste ses courses rapidement. Et aussi, elle allait voir son médecin. Et par chance, elle est venue me voir aussi. Parce que j'étais toujours en train de me dire, si elle ne vient pas, j'appelle, si elle ne vient pas, je vais à domicile et j'appelle l'ambulance. Un haut risque suicidaire qu'elle avait. Elle avait l'impression de ne pas exister. Et 3 ans après, elle a repris son travail, repris son rôle, repris ses courses, elle a déménagé d'appartement. C'est pas rien un déménagement. Et au travail, elle va voir le chef et dit, écoute, là, il y a eu un problème là. Je ne suis pas d'accord, vous sous-exploitez mes compétences. Je vaux mieux que ça. J'ai voulu aller parce qu'on m'a demandé d'aller dans ce service, hors de question, ils m'ont dit que j'étais trop, hors de question, je n'y vais pas. Et si ça continue ce genre de comportement, je vais voir le capitaine directement. Ça permet aussi une meilleure connaissance de soi, parce que c'est souvent dans les crises c'est dans les crises qu'on voit, dans les crises économiques qu'on voit par exemple que les banques, comment elles fonctionnent, comment elles dysfonctionnent. C'est dans les crises qu'on voit que le crise de couple, oui, le couple ne fonctionnait pas, on a fait, tu t'occupes des enfants, moi je travaille, et puis on fait notre chemin à côté, mais après on se dit, mais t'es qui toi? Il faut une crise pour pouvoir dire, hop, maintenant qu'est-ce que je veux et quoi j'ai besoin? Quelles sont mes limites? Non, moi ça je veux pas. Mais ça, oui, j'ai besoin de ça. C'est aussi découvrir les émotions. Parce que comme je dis, la personne qui arrive à construire une crise, elle nie ses émotions. Parce qu'elle en a peur, parce qu'elle a peur d'être débordée. Là, une fois, le tsunami est passé. Ok, on va apprendre à connaître ses émotions. Comment se relaxer? Comment être bien? Ces zones d'ombre aussi, c'est des choses de nous qu'on n'aime pas voir. Déjà, le fait de pouvoir l'exprimer peut-être un soignant,
cette partie-là. Bah, après, c'est peut-être plus facile de dire, écoute, moi, je ne suis pas si gentil que j'ai l'air. J'ai fait des trucs que je ne suis pas bien avec ça. Mais une fois que je suis plus empathique avec moi, je peux être plus empathique avec... l'autre peut être plus empathique avec le monde. Respecter ses limites. Surtout dans le burn-out, on a la peine à respecter ses limites. Avoir des projets. Ces projets, c'est la vie, le projet de vie. Quand j'ai travaillé en soins palliatifs dans le Nouveau Rive-Neuve, on allait à la personne, on dit, mais qu'est-ce que vous avez comme projet de vie? La personne, elle n'a même pas, d'ici une semaine, elle allait mourir. Ça lui parlait de projet de vie. Ah oui, qu'est-ce que vous aimeriez pour vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire comme projet aujourd'hui? J'aimerais voir le lac. Ok, mais je ne peux pas me déplacer, je suis avec le lit. Pas de problème, j'appelle mes collègues et tout. Hop, on va déplacer le lit, on met sur la terrasse, on relève. Juste 2 minutes. Ah ouais, super. Hop, hop, et on remet. Il était content. Il avait réalisé son projet. Et le lendemain, on faisait un autre projet. Le 3e jour, il est décédé, mais paisiblement. Ça a permis de, ce fameux mot, Boris Cyrulnik, vous avez dit, résilience. Parce que quand on a travaillé une crise et qu'on arrive à s'en sortir, qu'on arrive à trouver ses ressources, eh ben, il arrive une autre crise. Mais là, elle est moins forte. Puis après, il y en aura une 3e. Ah, c'est bon. Puis encore une 4e. De toute façon, on a toujours des crises. On nous dit à la télévision, oui, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Les gens les plus heureux, ce n'est pas ceux qui gagnent, c'est ceux qui savent perdre. Ok, j'ai perdu mes cheveux. Ah, j'ai perdu mon ex-copine. J'ai une femme extraordinaire maintenant. Ah, j'ai perdu ceci. J'ai perdu la marche. Ouais, mais ça me concentre plus. Ma passion, j'ai le temps pour lire, par exemple. C'est des petites choses comme ça qui font qu'on vieillit, on a moins de capacité, mais on arrive à être plus heureux et à rebondir. Il y a des gens extraordinaires chez les personnes âgées, mais pas tous. Parce que souvent la peur bloque cette résilience. Et donner un sens à sa vie. C'était il y a 2-3 ans, un acteur que j'aime énormément, Robin Williams. Vous connaissez Robin Williams? Mon capitaine, mon capitaine! Il avait, je crois, c'était entre 10 et 15 000 $ de cachet par film. Il avait un grand succès. Il avait la plus grande maison de Beverly Hills. Il avait 4 piscines, 7 chiens, 7 télévisions au moins. Et il se suicide parce que je ne trouve pas de sens à ma vie. Il venait d'apprendre qu'il avait la maladie de Parkinson. J'ai pas de sens à ma vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait là pendant toute sa vie? S'il n'a pas pensé à donner un rôle, c'est donner un rôle, mais il n'a pas pensé à retrouver le sens, lui, à sa vie. C'est le domaine de la spiritualité. Je ne cherche pas dans la religion, mais c'est ça, donner quel sens? Bon, en tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir pu m'accueillir, de m'avoir pu m'écouter ici. Là. Je suis très content que justement avec la RAM, de venir à ce congrès. J'étais réjoui d'avoir reçu une invitation. Tout comme aussi, quand j'étais comme je vous ai dit là, infirmier indépendant, m'installer comme indépendant, c'était faire face à de l'insécurité, c'était faire face à j'ai plus de patron, mais je dois trouver des clients, je dois faire des choses, et je dois être plus autonome. Et là, à un bout d'un moment, il y a eu cette collègue qui m'a dit, écoute Yannick, il y a une place là, tu prends ou pas? Et là j'ai dit, oui, c'est le meilleur choix que j'ai fait. J'arrive après. C'est le meilleur choix que j'ai fait, entre autres parce que ça m'a permis d'avoir plus de liberté, plus de créativité. Je peux créer une école aussi, pour pouvoir partager ce que j'ai appris. Et j'ai la chance d'être là avec vous pour pouvoir partager aussi mon expérience. Et contrairement, c'est sûr, quand j'avais ce collègue qui avait pris ce patient par le cou, ça m'avait heurté très, très fortement. Ça m'a mis en crise. Mais la crise, ça aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme, lui, il a sombré dans la délinquance, alors qu'il cherchait du secours. Donc, ça peut être dangereux.
peut y avoir des conséquences graves selon l'attitude que nous avons. Tout comme quand j'ai fait mon travail, quand je suis venu, quand j'ai fait mon... Tout a commencé quand j'ai fait justement mon premier stage là, en psychiatrie, et il y avait un collègue qui s'appelait Roland. Et que je voyais qu'il lui se prenait le temps de, à chaque fois qu'il avait parlé d'un patient lors d'un colloque, il prenait le temps de voir qu'est-ce que lui aurait vécu, qu'est-ce que lui ressent quand on en parle, qu'est-ce qu'il réfléchissait, comment on peut trouver un projet, comment on peut aider. Et il avait une grande capacité à entrer en relation avec les gens. Et les gens, les patients, lui disaient des choses que personne d'autre n'arrivait à avoir. Les médecins et les psychiatres qui avaient des grands diplômes de professeurs, ils n'arrivaient pas, le patient ne le disait pas, ils n'avaient pas confiance, autant que lui en Roland. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions? C'est juste une question par rapport à la formation d'infirmiers indépendants en psychiatrie. Travailler avec des CMS par exemple, ou il y a quand même avec des psychiatres? Alors, un infirmier indépendant qui peut s'installer indépendant s'il a 2 ans d'expérience dans le domaine de la santé mentale à 100%, donc 4 ans à 50%, et il fait des demandes à l'ASI et tout. Et on est la même chose que les CMS, on a des fameuses fiches au PAS que j'envoie aux assistantes et puis qui mettent le tampon, puis le médecin signe, et hop, ils mettent dans l'enveloppe et ils renvoient. Donc c'est donc sous délégation médicale. Ça peut être n'importe quel médecin, généraliste, pédiatre. J'ai même eu un gynécologue qui a fait appel à moi. Et moi, je travaille beaucoup avec des psychiatres et j'apporte des soins complémentaires. Voilà. Bon. Alors, merci beaucoup. Merci. Et bon appétit alors.